Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions vu comment la famille, le milieu social de façon générale, pouvait expliquer les différences de parcours scolaire et les inégalités scolaires. Comment est-ce que le milieu social influençait le parcours scolaire et expliquait les inégalités entre les milieux favorisés et les milieux défavorisés. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au fonctionnement même de l'école et quels sont les éléments dans le fonctionnement de l'école qui permettent justement à cette inégalité de se reproduire et de persister, alors que, on l'a dit dans la première vidéo, le but de l'école est au contraire de réduire les inégalités et de donner justement à chacun les mêmes chances. Il faut déjà commencer par le fait que l'école définit une culture légitime parmi toutes les formes de capital culturel qui existent, de culture qui existent, et que en définissant justement cette culture légitime, en posant ce repère pour tout le monde, elle transforme du coup des différentes cultures qui ne sont pas hiérarchisées en inégalités. Elle pose une des attentes qui sont les mêmes pour tout le monde, et du fait que cette culture justement et ces attentes sont plus proches du capital culturel et de la culture des milieux dominants, des milieux favorisés, ces derniers sont justement avantagés par rapport aux milieux populaires. Et là, il ne faut pas voir l'école justement comme quelque chose d'extérieur qui poserait une limite extérieure et qui avantagerait, parce que soit c'est un peu du hasard, soit c'est une forme de complicité, mais qui avantagerait les milieux dominants, puisque en réalité, évidemment, les milieux dominants, ce sont eux qui en fait ont les ressources pour définir ce qui doit être attendu dans le cadre scolaire. Donc voilà, les milieux dominants dominent la société par définition. Ils définissent donc du coup la culture légitime et les attentes scolaires, et cette culture légitime va se trouver plus proche de leur culture, de leur pratique culturelle que de celle des milieux populaires, et va donc leur donner un avantage par rapport aux milieux populaires. Donc voilà, vous avez cette idée que, en quelque sorte, sans école, il n'y a pas d'inégalité scolaire, parce que c'est l'école qui définit cette culture légitime, qui transforme des différences de culture en inégalité. Il faut aussi s'intéresser, au-delà de ça, qui correspond à ce qu'on a déjà dit, sur le capital culturel, Bourdieu, etc., à l'organisation du système éducatif. Vous avez notamment cette idée que, au sein d'un système éducatif, il peut y avoir différents dispositifs pour séparer les bons, les élèves et les bonnes élèves des mauvaises, et en réalité, ces dispositifs, des différentes filières, mais ça peut être aussi tout ce qui est redoublement, va plutôt renforcer les inégalités. Ce qu'on observe, c'est que plus vous séparez les bons élèves des mauvais, plus tôt vous les séparez aussi. C'est pas la même chose s'ils sont séparés au début du lycée, en seconde, que en sixième par exemple. Mais plus vous séparez, plus vous les mettez assez tôt sur des voies différentes, avec donc pas la possibilité de se rattraper, et donc vous avez plutôt tendance à renforcer les inégalités. Parce qu'on pourrait dire finalement, justement, créer des filières différentes, ce qu'on a vu d'ailleurs pour le bac, ça permet de créer des cadres différents pour que chacun ait les chances et ait une possibilité de s'épanouir. On l'a vu, le fait de créer des bacs technologiques, de créer des bacs professionnels, fait que des personnes qui n'auraient pas le bac s'il n'y avait que le bac général ont la possibilité d'avoir un bac, voilà, donc d'avoir le bac en général. Donc voilà, donc on pourrait dire que c'est une bonne idée, c'est peut-être fait justement à une bonne intention, mais ce qu'on voit, c'est que ça a quand même tendance plutôt à, vous allez avoir des attentes plus faibles justement dans ces filières différentes, et que ça va du coup pas pousser les élèves assez, et ça va plutôt avoir tendance à donc renforcer et perpétuer les inégalités. Donc ça peut être, comme j'ai dit, une différence entre filières, ça peut être aussi une différence entre établissements, le fait qu'il y a établissements favorisés et d'établissements défavorisés, et le fait que justement selon votre milieu social, vous n'avez pas les mêmes chances de fréquenter les mêmes établissements, et aussi en France, qu'on retrouve moins dans d'autres pays, mais en France la question du redoublement, qui aussi frappe tous les milieux sociaux, mais frappe quand même les milieux populaires plus que les autres. Et donc tous ces dispositifs qui sont là pour séparer les bons élèves des mauvais vont avoir tendance à renforcer les inégalités. Ce qu'on voit bien dans ce graphique de la part de l'OCDE, c'est que, donc là, sur ce graphique, vous avez en ordonnée justement la ségrégation scolaire, la ségrégation socio-économique. Donc c'est en gros à quel point est-ce que les enfants de milieux populaires et les enfants de milieux favorisés sont soit ensemble, justement, ont beaucoup de chances de trouver ensemble, ici, en bas du graphique,
ou au contraire sont fortement séparés, vous allez avoir plutôt des établissements où vous allez avoir des enfants de milieux populaires d'un côté et des établissements avec des enfants de milieux favorisés de l'autre. Et ici, l'équité, donc le fait que justement le statut socio-économique influence sur vos performances scolaires. Et on voit que, et donc plus l'équité est grande, c'est-à-dire moins le statut socio-économique va influencer votre niveau scolaire et plus au contraire vous allez avoir les mêmes chances peu importe votre milieu social. Et donc on voit que plus finalement les élèves sont séparés sous leurs milieux sociaux, moins il y a d'équité scolaire et donc plus les inégalités scolaires sont fortes. Mais à l'inverse, plus les élèves de différents milieux sociaux ont des chances d'être tous ensemble dans les mêmes filières, dans les mêmes établissements, etc., plus les inégalités scolaires seront faibles, plus l'équité scolaire sera forte et c'est-à-dire moins l'origine sociale va influencer. Donc clairement, le fait de séparer dans des filières, dans des établissements différents les élèves, selon leur niveau et selon en fait indirectement leur origine sociale, va avoir plutôt tendance à renforcer les inégalités scolaires. Donc ça, c'est du côté de l'organisation du système scolaire. Évidemment, il faut se dire que des stratégies familiales vont s'infiltrer dans cette organisation pour essayer de gagner le plus d'avantages. Donc là, on a finalement un croisement entre la question des investissements familiaux et de l'organisation du système scolaire. Chaque famille essaye d'obtenir ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, ce qui est assez naturel. Et donc, quand on voit que vous avez plus de chances votre enfant a plus de chances de réussir s'il est dans telle filière ou tel établissement, vous allez évidemment essayer de faire en sorte qu'il soit placé dans cette filière, dans cet établissement. Or, les milieux favorisés ont justement plus de ressources pour mettre en place des stratégies pour aider leurs enfants que les milieux défavorisés. Que ce soit en termes de ressources matérielles, s'il s'agit par exemple de payer une école privée, de s'installer, avoir un appartement dans un certain quartier pour pouvoir être inscrit dans une certaine école, mais aussi de ressources culturelles, quand il s'agit par exemple de comprendre les attentes scolaires et savoir défendre le dossier de son enfant pour éviter un redoublement par exemple. Donc là, c'est ce qu'on voit dans cet exemple, sur ce graphique. Vous avez des enfants et quels sont les vœux d'orientation au secondaire général technologique selon à la fois les notes, mais aussi selon la profession des parents. Donc, on voit bien que, globalement, plus les notes sont élevées, les élèves qui ont des notes entre 12 et 15 ont plus de chances que ceux qui ont des notes entre 8 et 10, peu importe le milieu social, d'être orientés en secondaire général technologique. Ça se comprend. Mais aussi, en fait, au sein d'un même niveau de notes, si on compare tous les élèves qui ont entre 12 et 15, on voit bien que les élèves qui ont entre 12 et 15, mais qui sont enfants de cadres ou d'enseignants, ont plus de chances d'être en secondaire général technologique que les élèves qui ont les mêmes notes, mais qui sont enfants d'ouvriers non qualifiés. Et même chose, si on regarde cette fois-ci les élèves qui ont entre 8 et 10, ils ont plus de chances d'être en secondaire général technologique s'ils sont enfants de cadres ou d'enseignants que s'ils sont enfants d'ouvriers qualifiés. On passe quand même de plus de 60% d'entre eux, alors qu'ils ont entre 8 et 10 en seconde générale technologique, s'ils sont enfants de cadres ou d'enseignants, à environ 30% d'entre eux s'ils sont enfants d'ouvriers non qualifiés. Donc on a divisé ça par deux, c'est quand même assez impressionnant de voir que justement vous avez des ressources qui font que même en fait en dehors de vos notes, votre milieu social va intervenir et va jouer sur votre orientation. C'est aussi pour ça que la question d'avoir un système soit qui permet beaucoup de différenciation, beaucoup de ségrégation, ou au contraire peu, va compter, parce que plus vous avez des possibilités de ségrégation, plus vous allez différencier des filières d'établissements plus ou moins bons, etc., plus les parents vont utiliser ce type de stratégie pour favoriser la réussite de leurs enfants. Et à l'inverse, si vous bloquez ça, si vous mettez vraiment un seul parcours unique commun, les parents n'auront pas la possibilité de mettre en place, moi en tout cas, la stratégie qui vont amplifier les inégalités. Voilà.